Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre sur Radio J. Invité de Pont Neuf, Marie-France Etchegouin qui co-signe avec Ariane Chemin Raoult, une folie française qui paraît chez Gallimard. Marie-France Etchegouin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter, vous êtes l'auteur d'un livre sur Marseille, le roman vrai. Et là, vous consacrez un portrait en contraste au plus célèbre des Marseillais depuis Marcel Pagnol et Albert Cohen, Didier Raoult. Alors, on va commencer parce que le livre s'ouvre sur une scène étonnante. Didier Raoult vous raconte ceci. Un jour, alors que j'avais 14 ans, un pédopsychiatre dit à mon père « Écoutez, votre gosse a 180 de QI, laissez-le faire, tout ira bien ». Vous êtes sous le choc parce que Pas tout à fait sous le choc parce que on a bien vu, enfin comme tout le monde, que Didier Raoult avait quand même une haute idée de sa personne pendant toute la crise. Mais le fait qu'il nous raconte cette scène, qu'il nous le dise quand même avec en toute sans chichi, comme ça, c'est qu'il avait envie peut-être de nous dire que c'était une des clés de sa personnalité. Cette espèce de prédiction dès l'enfance sur son QI surdimensionné. Et vous le croyez quand il dit cela ? Écoutez, on n'a pas été vérifié, mais en tout cas, ça colle parfaitement. En fait, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé autour du Covid, de la chloroquine et du Covid, si on ne raconte pas qui est vraiment Didier Raoult. Son enfance africaine et coloniale, Alors, il est né à Dakar, son père est un grand médecin, sa mère, petit scoop du livre, c'est assez inattendu, a donc eu une aventure avec Henri de Monterland. C'est une découverte étonnante que vous faites. Oui, l'arbre généalogique de Didier Raoult est peuplé de héros et d'une héroïne de la littérature, donc sa mère, qui, dans les années 30, a donc été fiancée avec Henri de Monterland. Didier Raoult a même conservé, enfin ses frères et sœurs, parce c'est une fratrie de 6, conservé la bague de fiançailles et surtout la correspondance entre l'écrivain et sa mère, qu'il nous a montré. Qui voulait publier, mais... qu'il espère publier un jour. Oui. Alors, à Marseille, où la famille s'installe, il est un élève dissipé qui fait des cocottes en papier au fond de la classe et qui dort près du radiateur en comptant beaucoup sur sa mémoire, parce qu'il a une excellente mémoire. C'est ce qu'il dit. Au départ, c'est un élève turbulent, assez même inadapté au système scolaire. Il a une véritable phobie qui est plus importante que ce qu'il avait dit jusqu'à présent. Ses amis qui l'ont connu pendant cette jeunesse tourmentée nous ont raconté qu'il portait déjà les cheveux longs jusqu'aux fesses, des bagues, des chaînes. Il s'est fait renvoyer plusieurs fois de divers lycées. Il a redoublé. Il a trouvé très tardivement sa vocation. Il ne voulait pas être médecin en fait au départ. Il voulait être écrivain, poète, loup de mer. Il s'est embarqué sur les navires. Enfin pas très longtemps, moins longtemps que ce que la légende raconte, quelques mois. Mais c'est au départ vraiment quelqu'un d'indiscipliné et qui a en même temps une fascination pour l'ordre, ce qui va souvent de pair. Alors, il fait une rencontre, devenu médecin, patron de l'IHU, il fait la rencontre de Natacha Cain, et immédiatement, c'est le coup de foudre. Elle vient aussi d'une famille de psy, je crois, et de résistants. Ses parents étaient tous les deux analystes, très connus à Marseille et ailleurs. Son père, Jacques Quin, était psychiatre, issu d'une famille du comtat vénessin. Sa mère, elle, est issue d'une famille qui vient du ghetto de Vilnius. Une partie des siens ont été exterminés pendant la guerre. Les parents eux-mêmes ont subi
l'antisémitisme de Vichy en France. Natacha, la future Madame Raoult, est donc élevée par ses parents qui sont psy tous les deux. Parfois, il y a des malades qui viennent à la maison. Ils habitent dans une des plus beaux quartiers de Marseille, un très bel hôtel particulier. Et elle rencontre donc Didier Raoult elle a à peine 20 ans. Lui en a 15 de plus, il est déjà marié, elle est étudiante, il est déjà interne et c'est le coup de foudre. Alors, je dis portrait en contraste parce que en même temps, vous l'avez dit, il est c'est un boulimique de lecture, à la fois scientifique, littéraire, philosophique, et en même temps, il a un côté un peu mégalo. Il a un buste de lui dans son salon, dans son labo. Non, pas dans son labo, d'abord chez lui, dans son salon, dans son living D'accord. room. Et il a ce buste d'ailleurs depuis 1995. Donc c'est pas nouveau en fait, cette hypertrophie du moi, on va dire. C'est d'ailleurs c'est sa femme qui lui aurait fait sculpter ce buste. Et chez lui, donc raconte tous ses amis, cette espèce de décoration gréco-romaine avec des colonnes. Le buste de Didier Raoult lui-même est grandeur nature, posé sur une colonne. Il y a des statuettes partout, des mosaïques qu'il a fait lui-même. Enfin, c'est assez kitsch et très original. On va entrer dans le vif du sujet parce que le plus curieux dans ce que vous appelez une folie française, c'est que quelques mois avant l'irruption du Covid, Didier Raoult devait prendre sa retraite. Et le plus curieux aussi, c'est qu'il a pressenti quand même les choses quelques années, pas sur le moment, mais quelques années avant, il a tiré la sonnette d'alarme sur l'impréparation de la France face au risque d'apparition de nouvelles maladies contagieuses. Oui, c'était en 2003 et dans un rapport au ministre de la Santé. Et c'est un peu le paradoxe, un des paradoxes de cette histoire, c'est que cette épidémie, en fait, ça aurait dû être son moment. Il avait le centre spécialisé dans les épidémies en France. Il avait pressenti avant qu'un virus émergent pourrait apparaître en provoquant des choses assez graves. Et au moment où ça se produit, il fait d'abord partie des rassuristes, on se souvient de ses punchlines, mais il n'est pas le seul, hein, sauf que lui, il le dit de façon plus tonitruante, 3 Chinois qui meurent, c'est pas une affaire, ça fera moins de morts que par accident de trottinette. Et puis après, il y a soudain cet épisode de la chloroquine. Et patatras, il a pressenti, mais quand ça arrive, il n'y croit pas. Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, je ne me sens pas tellement concerné. C'est la période où il dit je m'en fous à toutes les phrases. Oui, moi, il dit tout le temps, je m'en fous aujourd'hui aussi à toutes les phrases, hein, mais c'est la période. En fait, il pense que c'est comme la grippe aviaire ou le H1N1, où il y a eu on a sonné l'alarme et puis finalement, le virus, comme il dit, a disparu presque du jour au lendemain. Il pense qu'on est dans le même cas de figure et à l'époque, plein de gens ne savent pas ce qui va se passer. Et comme je vous le disais, lui, déjà, il affirme, il est encore plus affirmatif que les autres. Et puis, à un moment donné, il découvre que les Chinois ont testé la chloroquine. Et là, je pense, une des raisons qui fait qu'il va s'embarquer et devenir ce promoteur de la chloroquine, c'est son goût de la contradiction. C'est un des ressorts de Didier Raoult. À l'époque, l'épidémie part de Chine, tout le monde se méfie quand même un peu des Chinois, des informations qu'ils peuvent procurer. Lui, non, il dit non, c'est les meilleurs scientifiques du monde, les Chinois, meilleurs que les Américains. Ils ont testé la chloroquine sur quelques patients, donc il voit l'étude. Lui-même fait son étude sur à peine 20 patients. Et je pense qu'il se dit, au moment où c'est la course au vaccin, les laboratoires vont engager beaucoup d'argent, des équipes de recherche vont être en concurrence, etc. Moi, j'arrive et j'ai un médicament pas cher qui va juguler l'épidémie. Je pense que, et ce qui peut expliquer pourquoi, dès le début de l'épidémie, alors qu'il il a testé simplement sur 20 patients, il va promouvoir ce médicament en s'affranchissant quand même de toutes les règles scientifiques. Alors, reste la question qui se pose et qui est au centre
de votre livre. Comment un homme qui n'a cessé de minimiser l'ampleur des dégâts et de brandir la chloroquine comme une potion magique devient tout d'un coup la coqueluche des médias et l'homme le plus couru par les chaînes de télévision dans toute cette période, il faut bien le dire. Ah bah, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, c'est resonger à la période, à cette période, il y a 1 an où, tout le monde, en fait, tout le monde a beaucoup de gens ont envie de croire, pas for déjà beaucoup de scientifiques disent: «Attention», mais en tout cas dans l'opinion, chez les politiques, il faut se souvenir quand même, tous les politiques marseillais de Renaud Muselier à Martine Vassal, qui défilent parce que même, ont eu ou dans leur entourage, ont été touchés par le Covid. Ils ont été soignés à la chloroquine, chez Raoult et dès la mi-mars, ils défilent devant les caméras en disant: «On a un génie à Marseille, écoutez-le». 3 présidentiables pardon, ou plus ou moins déclarées, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, Marine Le Pen vont dire: «Oui à la chloroquine, il faut que ça soit prescrit, partout par les médecins de ville» et Olivier Véran va finir par prendre un décret, l'autorisant, pour les cas graves et à l'hôpital. Donc il y a cette, pression, populaire et aussi, politique quand même, pour que ce médicament, soit utilisé. Que les médias s'intéressent, à ce personnage, en plus avec ce look, aussi improbable, c'était couru d'avance. Alors, vous parlez du look improbable, vous faites une relation d'ailleurs de la première réunion du conseil scientifique, et alors vous montrez quand même que c'est le théâtre de règlements de compte à Hockey Corail, et Didier Raoult, il arrive en tatane, et c'est dire s'il a envie de faire partie de ce conseil scientifique. Il a déjà envie de marquer de se mettre à la marge, en fait. Il aurait peut-être voulu être président du conseil scientifique. Il connaît bien, Jean-François Delfrécy, celui qui a été choisi, Qui est d'ailleurs au conseil d'administration de qui en a son démissionné récemment, mais IHU. qui était au conseil d'administration, qui a poussé pour que Raoult ait le Grand Prix de l'INSERM en 2010, une des plus grandes distinctions, scientifiques. Mais dès le début, Didier Raoult, se met en marge en fait. C'est sa manière d'être. Il a un pied dans le système et un pied dehors. Ce qui fait aussi qu'il devient pour les antisystèmes entre guillemets une sorte d'icône, alors que lui-même est un élitiste forcené et revendiqué. Alors, c'est cette histoire de la Raoulmania que vous racontez et qui va à un moment donné de Donald Trump à Michel Onfray, de Philippe de Villiers à Mélenchon et même à Emmanuel Macron pendant un certain temps. Mais vous expliquez aussi comment tout ça va retomber à un moment donné. Bah, c'est-à-dire que toutes les études, les unes après les autres, vont, démontrer soit l'inefficacité de la chloroquine, voire sa dangerosité. Et Didier Raoult, au lieu de reconnaître que peut-être il a été trop vite, ou de revenir en arrière, ce qui serait tout à son honneur finalement. C'est un scientifique, lui-même il revendique le doute, eh bien il va, s'enfermer dans ses certitudes. Et aujourd'hui, rien ne semble pouvoir faire changer d'avis. Et ce qui est d'ailleurs, étonnant, c'est que, lui qui n'a que mépris pour, souvent les gens, qui ne sont pas experts, qui ne sont pas scientifiques, enfin on va dire le commun des mortels finalement. Aujourd'hui, il est suivi par beaucoup de non-experts et il n'y a aucun mépris, dans ce jugement. Moi, je ne suis pas non plus une experte scientifique, mais en tout cas, il s'est coupé de la communauté scientifique qui est vent debout contre lui et c'est vrai que Et des politiques aussi, parce qu'il y a des gens qui en sont revenus. Non, alors les politiques, justement, c'est ça qui est frappant, c'est qu'aucun, tous ceux qui l'ont soutenu, et les politiques ou les intellectuels, hein, de Onfray
à BHL. Ça, c'est le tour de force de Didier Raoult, c'est de parler à tous les deux. Mais aucun Et Lucchini qui va Oui, déchanter à un moment. ah bah, Lucchini, lui, il est complètement fasciné par le personnage. Mais bon, il a pas pris position sur la chloroquine. Les autres, Pécresse, Retailleau, Estrosi, Muselier, c'était: «On n'a pas le temps de faire des tests sur les souris, il faut y aller, on est en médecine de guerre», disait, Valérie Pécresse. Donc c'était vraiment, il faut y aller. C'était contre les scientifiques à l'époque dont Delfrécy, qui appelait à la prudence, qui disait: attendons, il faut faire des essais randomisés avec des groupes de contrôle. C'est aussi ce qu'il a dit à Didier Raoult devant le président de la République, d'ailleurs, quand Macron est allé à Marseille, à l'IHU. Et Raoult, fidèle à lui-même, l'a envoyé bouler en lui disant: tu m'emmerdes avec ta méthode. Donc aujourd'hui, en fait, si les scientifiques se sont évidemment éloignés, ils sont très très critiques vis-à-vis de Didier Raoult, aucun politique, en fait, aujourd'hui, ne s'est prononcé ou n'a rappelé même Didier Raoult à la raison. Son institut est quand même financé. Enfin, il a arrêté quand même de sautiller d'un plateau de télévision à l'autre en criant en boucle, je m'en fous. Oui, mais il y a les réseaux sociaux, hein, et là-dessus, il est évidemment, il a sa propre chaîne YouTube qui s'appelle Nous avons le droit d'être intelligent. C'est d'ailleurs grâce à c'est là aussi son originalité, on va dire. C'est comme il avait le sentiment de ne pas être assez écouté par les autorités, il s'est adressé directement aux Français. C'est là qu'il a fait ses annonces spectaculaires sur la chloroquine. Et en cela, il a beaucoup aussi énervé ses confrères. Il n'est pas passé par ses pairs, par des revues pour soumettre ses essais, etc. Donc il a inventé ce moyen de communication pour le moins original, et il a lancé une sorte de mécanique infernale, en fait, qui se retourne un peu contre lui. Puisque maintenant, tout ça déborde sur les réseaux sociaux, il agrège autour de lui parfois des thèses totalement délirantes, et il ne fait rien pour les démentir. Il les reprend pas à son compte, bien sûr, bien que parfois il y a des petits mots comme ça, subliminal. Est-ce que parce que la chloroquine ne coûte pas cher qu'on veut pas l'utiliser? Bien sûr que si la chloroquine marchait, on l'aurait utilisée. Mais il le sait très bien. Il le sait très bien. Mais au lieu de dire stop à toutes ces thèses conspirationnistes qui prospèrent autour de lui, il fait comme s'il ne les voyait pas, en réalité. Il fait comme si c'était pas son problème. Et il répète, l'histoire, vous le citez, l'histoire fera le tri. Et je vous avoue qu'on n'arrive pas très bien à savoir à la fin des fins quel jugement vous me voyez venir, quel jugement vous portez sur ce personnage. On n'arrive pas à savoir. Bah, le juge, enfin, je crois ce qu'on montre assez bien, enfin, il me semble, dans le livre, c'est comment sa mégalomanie, en fait, et son sentiment de toute puissance est présent pratiquement dès son enfance. Ça, c'est lié aussi à cette enfance en Afrique, cette admiration pour son père, qui était médecin médecin militaire et colonial. Et ce sentiment, en fait, que il a un destin exceptionnel. Il se rêve un destin exceptionnel. Il rêve de s'inscrire dans l'histoire. Ça, je pense qu'on le voit bien tout au long du livre, et c'est ce qu'on a voulu raconter, en fait. Comme je disais au début, on peut pas comprendre ce qui s'est passé autour de la chloroquine si on ne dit pas vraiment qui est Raoult et comment il a été façonné. Il y a vraiment une part de psychologie, ça, pour en avoir discuté avec beaucoup de gens qui le connaissent ou qui étaient des acteurs pendant cette première année de crise sanitaire. La psychologie, là, pour le coup, de Didier Raoult, son caractère, son tempérament explique beaucoup de ses postures pendant la première année de l'épidémie. Et alors, quand vous dites l'histoire fera le tri, là, c'est un livre évidemment à chaud. D'ailleurs, vous lui avez envoyé? Oui, bien sûr. Il a réagi? Non, il dit qu'il ne lit pas ce qu'on écrit sur lui, mais en tout cas, il nous a reçus. On a pu voir beaucoup de gens dans son entourage, des proches. Il ne nous a pas mis les bâtons dans les roues pour cette enquête. Et à la fin des fins, justement, quand l'histoire aura fait son tri, comment on jugera tout cet épisode de Raoul Magnien? Écoutez, je pense que Raoult
Il y a d'un côté une personne, c'est un double phénomène en fait, la folie française. Le phénomène, c'est évidemment Didier Raoult et cette crise sanitaire. Et le choc entre les deux va créer un cocktail explosif dont les effets sont pas terminés, parce que ce qu'il a semé n'a pas encore disparu. Et je pense que pour l'instant, les politiques et la communauté scientifique n'ont pas encore réussi, enfin, en tout cas, ils ont attiré les leçons de cet épisode. L'Institut est financé par l'argent public et Didier Raoult, à un moment donné, n'a plus... C'est comme s'il n'avait plus aucun garde-fou, en fait. Aujourd'hui, personne ne lui demande de compte. Dans son institut, il accueille souvent, par exemple Péronne, qui s'est fait démettre de la fonction publique, de l'hôpital public pour les positions qu'il a eues récemment sur le Covid, ou des personnes qui remettent en cause la létalité du virus. Enfin, il y a quand même des choses étonnantes qui se passent dans cet institut. Et pour l'instant, personne, en tout cas du côté de l'assistance publique des hôpitaux, personne ne demande à Didier Raoult peut-être de mettre un peu d'ordre là-dedans et puis de faire un retour un peu sur ce qu'il a, sur la manière dont il s'est comporté pendant cette année d'épidémie. Vous savez qu'il y a eu des listes de candidats hors système, des journalistes, des maires ou des femmes de maires, des généraux, des humoristes, des animateurs. Et son nom a circulé aussi parmi ces candidats possibles hors système. Est-ce que vous pensez qu'il a été tenté un temps par une aventure politique? Je ne crois pas. Ou locale, ou municipale. Je ne crois pas. Il a toujours démenti et je pense que c'est vrai, c'est d'abord la recherche qui le passionne. Et évidemment, le fait d'avoir cette popularité n'est pas pour lui déplaire, mais je ne pense pas qu'il ait jamais eu l'idée de se présenter. En revanche, il a été sollicité par beaucoup de gens. Pour les régionales, oui, pour des les municipales. Mais enfin, ça n'a pas été plus loin. Ça n'a pas été plus loin. Bon, peut-être que l'avenir nous réserve... Même s'il y a un des... épisode que vous racontez de séduction mutuelle avec Emmanuel Macron. Oui, avec Emmanuel Macron, quand Macron vient à l'IHU, c'est vrai que Raoult fait le show, hein, comme il fait très souvent. Il raconte justement son histoire familiale, son grand-père et son père résistants, l'Afrique, etc. Et puis Jean-François Delfraissy est là, justement. Il dit au président, mais tout le monde peut faire des tests. On vous a raconté des bêtises en vous disant que c'était très compliqué à faire. Nous, on le fait depuis très longtemps. À l'IHU, bon, là-dessus, il est le premier à avoir testé massivement, et ça, pour le coup, l'histoire lui a déjà donné raison. Et il humilie Delfraissy en fait devant Macron, et Macron, laisse dire Raoult, quoi. Voilà, en sortant, il dit, je crois que j'ai compris l'animal, j'ai compris le bonhomme. Évidemment, il va là pour faire pour couper l'herbe aussi sous les pieds de Raoult. Il a bien compris ce que Raoult représente à ce moment-là dans l'opinion publique. Il est traumatisé par les Gilets jaunes. Lui, il pense peut-être... C'est vrai que Raoult, à ce moment-là, est testé pratiquement comme un homme politique. Il est la deuxième personnalité préférée des Français à l'époque. Merci Marie-France Etchegouin. C'était Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre sur Radio J. Et l'invité de Pont Neuf aujourd'hui était Marie-France Etchegouin, qui co-signe avec Ariane Chemin Raoult, une folie française chez Gallimard.